Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 12 mai. Confusion autour des déclarations de Richard Virenque recueillies par les policiers de la brigade des stupéfiants hier soir. Le coureur cycliste aurait reçu des produits de Bernard Sainz, mis en examen pour un trafic de produits dopants, mais Virenque nie toujours s'être dopé. À Moscou, Boris Yeltsin limoge tout le gouvernement avec à sa tête Evgeny Primakov. Le nouveau Premier ministre s'appelle Sergueï Stepachine. Le voici. Les réfugiés albanais tentent par tous les moyens de fuir en Europe. Reportage d'Olivier Galzi, parmi ceux qui profitent de la situation, les passeurs de misère. Ouverture du 52e Festival de Cannes, les premières montées des marches en tenue de soirée pour le film d'ouverture Le Barbier de Sibérie. Qui croire, que croire, Richard Virenque n'aurait pas reconnu hier soir devant les policiers de la brigade des stupéfiants un usage de produits dopants. Mais les enquêteurs auraient bien établi les liens entre le coureur cycliste et Bernard Sainz, actuellement placé en détention et mis en examen pour trafic de produits illicites. Richard Virenque admet ces liens, mais refuse toujours de reconnaître qu'il s'est dopé. Récit avec Stéphane Bretner, Alain Chalvron et Yannick Aroussi. 22 h hier soir, accompagné de son avocat Gilbert Collard, Richard Virenque ressort libre du palais de justice après pratiquement 12 heures de garde à vue. Le cycliste sait sans doute que depuis la fin de l'après-midi, une rumeur circule. Selon les policiers, Virenque aurait avoué s'être dopé et approvisionné auprès de Bernard Sainz, un éleveur de chevaux aux pratiques médicales suspectes. Cette information, Gilbert Collard la connaît lorsqu'il entre au quai des Orfèvres, peu avant 20 h. À ce moment-là, il ne peut pas rencontrer Richard Virenque, toujours en garde à vue. Gilbert Collard n'a donc pas entendu les prétendus aveux. Mais vers 23 h, il dément l'information. Il a été interrogé sur quelques écoutes, au terme desquelles Bernard Sainz lui aurait donné des conseils sur le plan bioénergétique, c'est ce qui a été déclaré. Mais on ne peut pas dire qu'à l'heure actuelle, Richard Virenque, contrairement à ce qui a été avancé, et contrairement à ce que beaucoup de gens semblent attendre, avec une espèce de passion un peu vive, on ne peut pas dire qu'il a fait des aveux relatifs à un quelconque dopage. De son côté, Richard Virenque reconnaît ce matin avoir utilisé des produits fournis par Sainz. Il parle de vitamines sous forme de gouttes à prendre en pharmacie sans ordonnance. Mais il nie avoir dit aux enquêteurs qu'il s'était dopé. Quant à la justice, elle attend des résultats. D'une part, sur les perquisitions effectuées la semaine dernière chez Bertrand Lavelot, les policiers auraient en effet trouvé chez l'ancien avocat de Virenque des fioles suspectes. Les enquêteurs attendent d'autre part les analyses des prélèvements sanguins et capillaires effectués sur plusieurs coureurs, dont Gaumont et Virenque hier soir. Aveu ou pas, c'est l'avenir du coureur varois qui se joue. Virenque a annoncé qu'il serait au départ du Tour d'Italie avec la Polti et son équipe le soutient. Nous avons pris cette décision de faire participer Virenque au Tour d'Italie car pour l'instant, il n'a été interrogé qu'en qualité de témoin. Et nous avons infligé à Virenque une amende, un avertissement, car tant qu'il appartient à notre équipe, il lui est interdit de prendre le moindre médicament sans avoir consulté notre médecin. 100 000 francs d'amende, c'est le prix de l'avertissement infligé à Richard Virenque. Samedi, au départ du Tour d'Italie, il sera plus que jamais un coureur sous surveillance. Et l'homme qui semble être au centre de cette affaire de dopage et de trafic de produits dopants serait donc Bernard Sainz. On l'appelle improprement Dr Sainz. Il fut un moment directeur sportif adjoint des équipes cyclistes Fagor, Mercier et Gannes-Mercier, mais il est aussi connu dans les milieux hippiques. Portrait Christelle Bertrand avec Jacques Deveau. Il existe très peu de photos de Bernard Sainz, alias Dr Mabuse. Celle-ci date du 1er avril 98. Malgré ses nombreuses activités, l'homme préfère rester dans l'ombre. En 93, il publie un roman sous un pseudonyme, au nom ambigu, d'une formule homéopathique avec un sous-titre sans équivoque. Dans ce roman, il parle d'un homme qui lui ressemble, discret, aux connaissances multiples et très écouté des coureurs. Compte tenu des mises en place qu'il faisait, on se sentait tellement bien qu'il exerçait un pouvoir sur le sportif. Là, il devenait gourou, forcément. Parce que grâce à lui, on se sentait beaucoup mieux, on tirait la quintessence de notre potentiel, on était plus performant. Donc pour nous, c'était Dieu. Bernard Sainz est né le 1er septembre 1943 à Rennes. Dans les années 60, il est coureur amateur. Une chute grave le contraint à arrêter sa carrière. Dans les années 70, Sainz n'est plus coureur, mais il se dit docteur.
Il devient alors directeur sportif adjoint de l'équipe Gannes-Mercier. Sur cette photo de 1972, Sainz s'occupe de Cyril Guimard. Mais celui qui prétend avoir fait des études de médecine n'a jamais fourni aucun diplôme. En 1977, le docteur Mabuse prescrit à un coureur des pilules qui n'ont rien à voir avec l'homéopathie. La seule chose effectivement qui aurait pas pu paraître étrange, c'est qu'il ne lui donnait pas de feuille de maladie, que les ordonnances étaient sur du papier libre et que les comprimés, ils étaient jaunes, rouges et il n'y avait pas d'indication particulière sur l'origine et le nom des médicaments, mais qu'il devait prendre les pilules bleues au bout de 50 et 80 km et les pilules jaunes avant la course. Et en analysant les pilules jaunes, il s'est avéré que c'était une amphétamine. Bernard Sainz est aussi connu dans le monde hippique. Propriétaire de ce haras dans l'Orne, Sainz possède plusieurs chevaux. En 88, son cheval Séba le Rouge a été déclaré positif à l'issue d'une course et interdit de courir pendant 6 mois. Sainz conteste et porte l'affaire devant les tribunaux. L'homme est très procédurier. Il dit avoir gagné 25 procès en diffamation publique. Le soi-disant docteur est aujourd'hui en prison. Controversé et mystérieux, il entretient sa légende et provoque même avec le nom de ses 2 chiens, Doping et Bio. Des expertises sont en cours pour déterminer la nature des produits qui auraient été délivrés par Bernard Sainz et d'autres. Et absorbés peut-être naïvement, comme le disait hier le coureur cycliste belge Van den Broek, par les coureurs. Voici les explications sur ces produits souvent très sophistiqués et difficilement décelables avec Jean-Daniel Fezakier et Benoît Thévenet. Plus vite, plus haut, plus fort, certains ont décidé d'appliquer la devise olympique à la lettre, mais avec des moyens très peu orthodoxes. Améliorer la performance peut passer par 2 moyens, en augmentant la masse musculaire ou bien en apportant plus d'oxygène aux muscles. Augmenter la masse musculaire, pour cela classiquement on utilise les anabolisants, en particulier les dérivés de l'hormone mâle principale, la testostérone. Ces médicaments accroissent rapidement la quantité de muscles, mais ils sont décelables dans les urines. L'hormone de croissance, elle, copie d'une hormone naturelle, est très prisée dans le monde sportif parce qu'elle est indécelable par les méthodes actuelles de dosage. D'autres produits, appelés facteurs de croissance, sont utilisés comme dopants alors qu'ils ne sont pas encore utilisés en médecine humaine. Parmi ces produits, l'IGF-1 a des effets analogues à ceux de l'hormone de croissance. Pour augmenter la quantité d'oxygène, l'érythropoïétine, ou EPO, est le produit le plus utilisé. Elle est indétectable par les méthodes actuelles. Il existe des traces indirectes de son utilisation. Augmentation du taux de globules rouges, ce que l'on appelle l'hématocrite, ou modification de l'aspect et de la taille de ces mêmes globules rouges. On devrait bientôt disposer de dosages urinaires permettant de faire la part entre EPO produite naturellement par l'organisme et EPO injecté. Le challenge, c'est plus de mesurer effectivement le niveau d'érythropoïétine ou d'hormones de croissance parce que l'interprétation en est difficile, mais de faire une appréciation qualitative et plus exactement de faire une différenciation entre l'érythropoïétine naturelle et l'érythropoïétine recombinante, c'est-à-dire exogène. D'autres substances, comme les perfluorocarbones, servent à transporter une quantité d'oxygène supérieure à ce que font les globules rouges. Ils ne modifient pas l'hématocrite, non utilisés en médecine humaine, ils ont déjà failli tuer un cycliste professionnel. Cette dernière affaire de dopage, c'est-à-dire de trafic de produits illicites, s'ajoute à une série de dossiers révélés depuis l'été dernier, depuis le dernier Tour de France. Cela va de simples contrôles positifs à un usage plus systématique dans certaines équipes cyclistes. Commentaire Joël Bruyandet. Commence à la frontière franco-belge. 3 jours avant le départ du Tour, un soigneur de l'équipe Festina est intercepté par des douaniers. Dans sa voiture, 400 flacons de produits dopants. 2 jours plus tard, le parquet de Lille ouvre une information judiciaire. Willy Voet est mis en examen et incarcéré. Le 17 juillet, Bruno Roussel, le directeur sportif de Festina, et le médecin de l'équipe sont placés en détention provisoire après 2 jours de garde à vue. Sur le Tour, l'étau se resserre autour des coureurs. Moi, pour ma part, j'ai rien à voir avec cette affaire. Malgré ces dénégations, les Festina sont exclus du Tour par Jean-Marie Leblanc. Désormais, on ne parle plus que de dopage. S'il vous plaît. Le Tour vit alors au rythme des perquisitions et des grèves de coureurs. L'enquête sur Festina est menée à Lille par le juge d'instruction Patrick Kehl. En novembre dernier, les résultats des prélèvements effectués pendant le Tour sur 9 coureurs de Festina, dont Richard Virenque, montrent que certains d'entre eux ont bel et bien pris des produits dopants, EPO ou amphétamines. Au total, 13 personnes sont mises en examen dans cette affaire, une affaire qui progresse principalement grâce aux révélations de Willy Voet. Parallèlement à l'affaire Festina, éclate l'affaire TVM.
Le 24 juillet, avant le départ de la 12e étape, la police effectue une perquisition à l'hôtel de l'équipe néerlandaise. Des produits dopants et masquants sont saisis, mais les coureurs ne sont pas inquiétés. Cette deuxième enquête, instruite à Reims, aboutit à la mise en examen du directeur sportif et du médecin de TVM pour infraction à la loi antidopage de 1989. Les deux hommes passeront quelques semaines en détention préventive. L'affaire est toujours en cours d'instruction. Enfin, l'affaire Sainz-Lavelot, du nom des deux protagonistes présumés, l'avocat Bertrand Lavelot et Bernard Sainz, ici emmenés par les policiers parisiens lors de la perquisition de la semaine dernière. Cette affaire pourrait être la plus importante des trois, puisqu'elle concerne un trafic qui aurait alimenté plusieurs équipes du peloton. À Moscou, Boris Yeltsin n'a pas fait dans le détail. Pour la troisième fois depuis mars 1998, il a remercié un Premier ministre et limogé en même temps tout le gouvernement. Evgeny Primakov avait été nommé en septembre 1998. Il sera remplacé par celui qui était son propre ministre de l'Intérieur, Sergueï Stepachine. Dans cette atmosphère de crise, M. Primakov est parti sous les applaudissements. Reportage Gilles Rabin. Dernier conseil des ministres et dernier mot. Encore une fois, merci à tous. Je m'incline devant vous. Merci. Ovation debout pour Yevgeny Primakov, ancien apparatchik soviétique, ancien chef des services secrets, ancien chef de la diplomatie et depuis ce matin, ancien Premier ministre. Gêne de son successeur, Sergueï Stepachine, la Russie aimait Primakov de plus en plus. Quand un ancien espion devient l'homme le plus populaire d'un pays, c'est que le pays est malade. Ce limogeage, Yeltsin le ruminait depuis longtemps. Témoin la semaine dernière, cette réunion du gouvernement sans grande importance, on mettait au point le programme des festivités de l'an 2000, quand soudain Yeltsin s'arrête à la fin d'une phrase. Vous n'êtes pas assis comme il faut. Stepachine est le Premier ministre adjoint. Corrigez. Sergueï Vadimovitch, changez de place. L'intervention prévue de Primakov, le Premier ministre alors en exercice, sera un calvaire. Yeltsin n'a jamais hésité à humilier publiquement ceux qui l'ont servi. Vous n'avez pas demandé l'accord du patriarche sur ce plan? Oui, répond Primakov, c'est ce que j'allais dire. En privé, Primakov se disait fatigué et las de ses humiliations inutiles. Il rappelait qu'il n'avait jamais cherché à être Premier ministre et qu'il n'avait accepté ce poste l'automne dernier, en pleine crise économique, que dans l'intérêt du pays et parce qu'il était le seul, à l'époque, à pouvoir obtenir le soutien de la Douma, dominée par l'opposition communiste. Opposition qui appelle ce soir Yeltsin à la démission et les Russes à manifester. Je crois que le président a commis une très grosse faute, peut-être la plus sérieuse qu'il ait commis récemment. À la télévision, Boris Yeltsin n'a pas réussi à convaincre que ce remaniement était justifié. Le successeur désigné, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, Sergueï Stepachine, un général du KGB sans relief, connu pour une fidélité sans faille au président. Il se dit démocrate, mais il a été l'un des faucons de la guerre en Tchétchénie. Ironie de l'histoire, la Douma s'apprête à voter une procédure en destitution du président russe pour avoir précisément fait la guerre en Tchétchénie. Le moins que l'on puisse dire, Gilles Rabin, c'est que c'est une vraie crise majeure. Tout à fait, Claude. C'est sans doute la plus grave crise qu'ait connue la Russie depuis 1993, où Boris Yeltsin avait fini par faire donner le canon contre un parlement rebelle, l'ancien Soviet suprême. Avec la Douma, c'est un bras de fer qui s'annonce et la paralysie prévisible des institutions russes. Pour le pays, c'est le peu de confiance qu'avait réussi à rétablir Primakov qui s'envole d'un coup, et la peur de voir cette nouvelle crise politique provoquer, comme à l'automne dernier, une très grave crise économique, avec en prime un sentiment d'inquiétude, un sentiment de confusion très inquiétant. On a appris ce soir que Boris Yeltsin, en moins d'une heure, avait proposé ce matin 2 premiers ministres différents. Alors, peut-on envisager des conséquences quant à la position de la Russie sur le conflit du Kosovo? Eh bien écoutez, 2 heures à peine après avoir limogé Yevgeny Primakov, Boris Yeltsin menaçait de mettre fin à la médiation russe si l'on ne prenait pas mieux en compte, si on ne prenait pas plus en considération ses propositions. Jamais la médiation russe n'a été aussi indispensable depuis l'incident le bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade, et jamais la Russie n'a été aussi faible. Et ce paradoxe inquiète déjà les pays occidentaux. C'est ce que nous confiait ce soir l'entourage de Jacques Chirac qui arrive dans un quart d'heure à Moscou pour rencontrer demain matin Boris Yeltsin.
Merci Gilles. Et donc malgré cette crise, le chef de la diplomatie russe, Igor Ivanov, poursuivait aujourd'hui son travail. Il rencontrait le secrétaire d'État américain, M. Stroh Talbot, pour évoquer les points de désaccord entre la Russie et les alliés, notamment sur la composition d'une éventuelle future force internationale de paix au Kosovo. La Chine a renoncé à exiger une condamnation de l'OTAN pour le bombardement de son ambassade à Belgrade. Mais le ton entre Pékin et Washington est toujours très vif au point d'agacer les Américains. Ce matin à Pékin, le retour des cendres des victimes du bombardement de Belgrade fut l'occasion d'une cérémonie très solennelle. Reportage de nos correspondants à Pékin, Isabelle Bechler et Tristan Lebras. Hommage national, recueillement et douleur attendaient les cendres des 3 journalistes chinois tués dans l'ambassade de Belgrade. Les larmes des familles devant les urnes funéraires devaient à nouveau émouvoir toute la Chine aujourd'hui. Le même avion rapatriait les diplomates blessés. Au nom du peuple chinois, soyez les bienvenus. Je viens vous exprimer notre sympathie à tous. Merci de votre soutien. En signe de deuil national, le drapeau rouge de la place Tiananmen était en berne. Idem pour les drapeaux des ambassades dont le quartier était enfin pacifié. L'heure du bilan était venue après 4 jours de siège pour l'ambassadeur américain. Sa chancellerie est inutilisable pour quelques jours au moins. La colère chinoise peut se mesurer en mètres carrés de vitrage à remplacer, entre autres. Aujourd'hui, c'est une journée de deuil pour le peuple chinois. Mais je reste optimiste pour l'avenir des relations sino-américaines. La diplomatie a repris aujourd'hui, mais toujours pour piétiner. Le chancelier allemand Schröder, pas plus que l'émissaire russe la veille, n'a réussi aujourd'hui à faire évoluer la position chinoise. Pékin exige toujours, comme préalable à toute reprise des négociations sur le Kosovo, l'arrêt absolu des frappes de l'OTAN contre la Serbie. Pourtant, les bombardements des avions de l'OTAN se sont poursuivis la nuit dernière et aujourd'hui encore en Serbie ainsi qu'au Monténégro. L'aéroport de Pristina a été de nouveau visé ainsi qu'un émetteur de la télévision à 70 km au nord-est de Belgrade. Des civils auraient été tués dans le sud de la Serbie près d'un pont et un camp de réfugiés serbes aurait également été visé par les bombes de l'OTAN. Selon les derniers chiffres du Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, il y aurait environ 427 000 Albanais du Kosovo en Albanie. Ils vivent dans des conditions que l'on sait misérables et à celles-ci s'ajoute une perte totale d'identité administrative. Les Serbes leur ont tout pris, papiers, documents, attestations diverses et jusqu'aux plaques d'immatriculation des automobiles. Il leur faut donc obtenir, à Tirana, la capitale albanaise, de nouveaux papiers d'identité, en somme retrouver pour eux une dignité, une mémoire. Reportage Dorothée Lyrique, Pascal Caron. Les soldats serbes ont enlevé toutes les plaques d'immatriculation des voitures à la frontière avec l'Albanie. Ils ont pris tous les papiers d'identité des réfugiés et aussi leur permis de conduire. Là, c'est notre voiture. Les soldats nous ont dit « partez en Albanie, allez chez l'OTAN » et puis ils ont tiré. La balle est passée juste à côté de nous. Tous les réfugiés ont dû subir cette même humiliation, le vol de leur identité. Officiellement, ils n'ont plus ni nom ni nationalité et pour la plupart pas encore le statut de réfugié. Zotana a aussi perdu son intimité. Depuis 3 semaines, elle vit dans ce camp de transit de Tirana, seul endroit, pense-t-elle, où ses 2 aînés qui n'ont pu fuir le Kosovo pourraient la retrouver s'ils sont encore en vie. On n'a plus rien. Les Serbes nous ont tout pris. C'est comme si on était morts. Tu n'as rien à toi. En plus, au Kosovo, tu ne peux même pas parler ta langue. Et aujourd'hui, ils nous ont pris notre patrimoine et notre terre. Il vaut mieux être mort. Les Serbes veulent faire partir tous les Albanais pour que le Kosovo soit pur. Tous les réfugiés ont été chassés, humiliés, dépossédés, cassés, volés, menacés. En fait, ils racontent, souvent sans le nommer, ce qu'est le nettoyage ethnique. À la porte de ce centre, ils passent des jours et des jours pour obtenir un substitut de papier d'identité. On est profondément atteint dans notre fierté. Moi j'ai vécu 50 ans au Kosovo et aujourd'hui je suis meurtri au plus profond de mon être. Christo Fraceri a beaucoup écrit sur l'épuration ethnique. Les Serbes, dit-il, la pratiquent depuis des siècles, mais celle qui est en cours est la plus radicale. Cette fois, les Serbes ne pratiquent pas seulement la chasse des Albanais, ne pratiquent pas seulement les crimes comme autrefois, les crimes des hommes et des femmes et des enfants,
mais ils veulent effacer tous les documents d'identité des habitants de Kosovo pour empêcher leur retour. L'OTAN au Kosovo, c'est ce que réclament tous les réfugiés. Parce que pour eux, l'intervention terrestre est la seule solution pour retourner dans leur pays, retrouver leur terre, leur dignité, mais aussi leur identité. Et puis il y a les profiteurs de la guerre, les trafiquants en tout genre qui voient là une occasion de gagner de l'argent. Ce sont les passeurs, des Albanais qui promettent un exil facile vers l'Italie aux réfugiés, moyennant l'équivalent de quelques milliers de francs français. Olivier Galzi et Frédéric Bonnet ont suivi les uns et les autres dans ce marchandage de misère. La scène se passe en plein après-midi. 2 passeurs et leur chargement de réfugiés viennent d'être refoulés par les gardes-côtes italiens. Retour dans la baie de Vlora, en Albanie. Sur le quai, les policiers en armes regardent mais n'interviennent pas. Un des pilotes a tranquillement débarqué ses passagers. Le deuxième s'en est allé un peu plus loin, sur une plage voisine. Nous l'avons suivi à distance. Pour ces candidats au voyage, kosovars, albanais, kurdes ou même chinois, l'espoir a un prix. 4 000 francs en moyenne pour franchir au péril de leur vie les 70 km qui les séparent de l'Italie. Ce soir, leur rêve vient de s'effondrer. Cette camionnette va les ramener dans une maison dont ils ne pourront pas sortir jusqu'au prochain départ, jusqu'à la prochaine tentative. Vlora, si proche de l'Italie qu'elle est devenue le port de tous les trafics. Depuis la chute du communisme en 90, les gangsters locaux ont remplacé l'État, si bien que la police opère en cagoule pour éviter les représailles. Vlora la rebelle est aux mains des clans. Et pour mieux la comprendre, nous avons voulu rencontrer le plus connu de ses chefs, Dzani Chauchi. Il est l'un des grands leaders des émeutes de 97. Aujourd'hui, Dzani vit reclus dans son quartier avec ses gardes du corps. Il ne se déplace jamais sans sa Kalachnikov. Et ce matin, Dzani fait encore la une des journaux. Que dit cet article sur vous? C'est soi-disant que j'aurais tiré sur la police. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Et c'est faux. D'ailleurs, les policiers eux-mêmes ont présenté leurs excuses. Comme tous les caïds ici, Dzani dit qu'il n'a rien à se reprocher. Il dit qu'il ne fait pas de trafic, mais il comprend ceux qui en vivent. C'est normal qu'il y ait du trafic de clandestins. Si l'État ne m'assure pas une vie correcte, un travail, un revenu, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Lorsque la France, par exemple, l'Italie, l'Allemagne, lorsque les puissances européennes ne nous donnent pas de visa pour aller travailler, qu'est-ce que je peux faire, moi? Ils sont la bête noire de Dzani. L'État ici, c'est eux. À l'heure du café, dans leur bar préféré, les plus grands flics de la région sont venus dire au revoir à leur patron. Sokol Koutsiou vient d'être démis de ses fonctions au lendemain d'une opération contre les passeurs. On a fait une opération nocturne. 9 embarcations ont été confisquées et 6 d'entre elles ont été installées sur l'île de Sazan. Mais quand on est rentré à Vlora, il y a eu, disons, une forte réaction en ville. En réalité, le chef de la police a été pris en otage par les gangsters. Il a dû leur rendre les bateaux, du coup il est renvoyé. Pas facile de faire respecter la loi à Vlora. Fin de journée dans la baie, les trafiquants préparent leur hors-bord. Un pneumatique poussé par 500 chevaux, de quoi filer à 100 km/h par mer plate. La police albanaise, elle, ne possède même pas une barque. Les candidats, eux, ont déjà payé leur passage depuis longtemps. Ils attendent, sur le bord de la route, dans les bars des passeurs. Nous sommes allés leur parler. Ça part ce soir là? C'est pas? Tu viens du Kosovo? Non, non, je viens d'Albanie moi. D'Albanie du Nord. Eux là à côté, ils sont du Kosovo. Et où est-ce que tu veux aller maintenant? D'abord en Italie, puis en France, à Bruxelles, ensuite en Allemagne, et j'espère finir à Manchester, en Angleterre. Comment tu t'appelles? Judy. Judy? Olivier. Judy a 24 ans, il a payé 4 500 francs pour passer en Italie, pour fuir la misère de son pays. Quelques heures plus tard, à 2 heures du matin, nous attendons sur le ponton de la plage, quand soudain...
Une vingtaine de réfugiés, candidats à une vie meilleure, courent vers leur destin. Cap d'Otrante, en Italie. Ici, toute la côte porte les traces récentes de cette course à l'espoir. Malgré la vigilance des policiers italiens, ils sont plusieurs centaines à débarquer chaque semaine. Ces embarcations utilisées par la police ont été confisquées aux passeurs. Une vingtaine de prises en tout, en un mois. Ici, les patrouilles sont permanentes. Comment réagissent les passeurs quand ils vous voient ? Ils ont plusieurs techniques pour s'échapper. Par exemple, si on est plusieurs bateaux à la poursuite de l'un d'entre eux, alors ils jettent à la mer un réfugié par-ci, un réfugié par-là, jusqu'à ce que chacun d'entre nous soit occupé à les repêcher. Et du coup, ils peuvent se faire la belle. Et ils jettent tout le monde, les enfants aussi? Tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde. Ils ne font pas de distinction dans ces cas-là. Largués sur la plage, les clandestins s'enfuient, sauf les Kosovars. Eux bénéficient de l'asile politique, alors ils attendent. Une semaine, 10 jours, dans des camps comme celui-ci. Ceux-là viennent d'obtenir leur permis de séjour. Leur voyage recommence. Demain, ils tenteront de rejoindre leurs cousins éloignés en Suisse, en Allemagne. Ils tomberont dans les mains de nouveaux passeurs et retrouveront ainsi la clandestinité. Ils sont la marchandise des trafiquants d'espoir. En République démocratique du Congo, des affrontements entre les forces du président Laurent Désiré Kabila et des rebelles à Goma auraient fait 39 morts et 44 blessés. Un avion des forces loyalistes aurait bombardé la ville de Goma hier soir, mais la rébellion affirme de son côté avoir pris le contrôle de la ville de Cabinda, dans le centre du pays. En France, plusieurs centaines de personnes parties de Lyon le 24 avril dernier sont arrivées aujourd'hui devant le Sénat. Ces marcheurs manifestent pour la reconnaissance du génocide arménien de 1915. Ils réclament du Sénat l'adoption d'une proposition de loi reconnaissant le génocide, proposition déjà adoptée par les députés, c'était au mois de mai 1998. Une nouvelle réforme est annoncée par le gouvernement pour sauver, entre guillemets, la direction des constructions navales. Cette réforme s'étalera sur 3 ans et prévoit une réduction de 30% des effectifs. Parmi les établissements touchés, il y a Brest, Lorient, Indret en Loire-Atlantique, Ruelle et Toulon notamment. Un huissier à l'Élysée, il était venu pour remettre une assignation au président de la République à la demande d'un militant écologiste parisien plaignant dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la mairie de Paris. Faute de pouvoir le faire au pénal, l'écologiste tente la justice civile maintenant. Explication Olivier Caroff. Personne à l'Élysée ce matin n'a souhaité prendre la lettre portée spécialement par huissier et adressée au président de la République. Ce document, qui attend donc son destinataire à la mairie du 8e arrondissement, le voici. C'est une assignation à comparaître. Elle informe officiellement Jacques Chirac qu'un procès lui est intenté devant un tribunal civil. Une juridiction qui, contrairement à la justice pénale, a pour seule mission de faire indemniser la victime d'un préjudice. Celui qui se dit victime de Jacques Chirac, c'est un militant écologiste parisien. Pierre-Alain Brosseau est partie civile dans l'affaire des emplois fictifs du RPR. Il avait déjà demandé des poursuites pénales contre Jacques Chirac. Des proches de l'Élysée y voient un acharnement procédural. Lorsque le pénal a été saisi sur un contentieux, on ne peut saisir au civil. Il me semble que cette règle devrait s'opposer à la procédure civile. Car la justice pénale s'occupe déjà de cette affaire. Elle remonte au temps où Jacques Chirac dirigeait à la fois le RPR et la ville de Paris. Les salaires de plusieurs permanents du parti gaulliste étaient pris en charge, soit par des entreprises, soit par l'hôtel de ville. En progressant dans son enquête, le juge de Nanterre, Patrick Desmures, a fini par se heurter au principe d'intouchabilité du président. Un principe affirmé par le Conseil constitutionnel et qui avait conduit le juge à se déclarer incompétent sur le cas Chirac. Mais il précisait toutefois que les documents saisis, dont certains semblent signés ou annotés de la main de M. Chirac, font peser à l'encontre de ce dernier des indices d'avoir participé au fait de prise illégale d'intérêt et de recel d'abus de biens sociaux. Nous savons que les emplois fictifs, on a fait un vaste calcul, coûtent à peu près 100 francs par Parisien et par an. Bon,
C'est-à-dire, c'est pas de l'acharnement, on s'est acharné contre nous à nous demander à chaque fois 100 francs de plus. C'est maintenant au tribunal civil d'examiner l'assignation et de dire si oui ou non il est compétent. Perquisition au siège du parti Démocratie libérale. Les juges Eva Joly et Laurence Vichnievsky poursuivent leur enquête sur les conditions d'un prêt de 5 millions de francs à l'ex-parti républicain, alors dirigé par François Léotard. Monsieur Madeleine, qui est l'actuel président de Démocratie libérale, estime qu'il gère un douloureux héritage. Fin de citation. En Corse, 2 gendarmes, le capitaine Ambrosse et le capitaine Tavernier, ont été entendus par le juge d'instruction. Et puis à noter que la ministre de la Justice, Madame Guigou, à l'Assemblée nationale, a déclaré que le propriétaire de la paillote chez Francis, actuellement en reconstruction, devra démolir son établissement, passer l'ultime sursis accordé par l'administration, c'est-à-dire à la fin de la saison estivale. Dans les Vosges, les habitants de la commune d'Aumonzey ont majoritairement boycotté le recensement. Ils protestent contre le classement de leur commune en unité urbaine qui entraîne des surcoûts, notamment pour le prix de l'eau. Alors ils ont donc choisi ce moyen pour manifester leur mécontentement, mais boycotter le recensement, eh bien c'est passible de la loi pour le maire de la commune qui a été emmené par les gendarmes. Suite de cette histoire avec Frédéric Dupuis. Maurice Jechou de retour au village. Un accueil chaleureux hier soir des quelques habitants restés pour leur mère et amis qui s'en revient de loin. Ça y est, on a été jusqu'où on pouvait aller. Si j'avais assisté, je me retrouvais, comme on dit vulgairement, au Niouf ce soir. Le Niouf, la prison, il s'en est fallu de peu pour le maire d'Aumonzey. Dénouement et dernier récit de l'aventure. Tout commence la semaine dernière dans ce petit village des Vosges. Un dimanche de référendum. On vote et l'on décide à une très forte majorité de s'opposer à l'État et de boycotter le recensement. Car la commune a été classée zone urbaine par l'INSEE à la grande surprise des Azemontais. Conséquence, il faut payer plus de taxes. C'est pas normal qu'on nous classe urbain, parce que j'ai l'air de parisien, moi. On est rural dans la tête, mais on est urbain dans le porte-monnaie. Il y a la mort quand même à la fin. Pas question donc de rendre les bulletins de recensement à la préfecture. Ici, on résiste. Mais le préfet voit vite rouge. Hier, ce sont les gendarmes qui sont venus cueillir Maurice Jechou dans sa mairie. Direction la garde à vue pour une après-midi où le maire a promis qu'il ne le referait plus et qu'il rendrait les bulletins. Mais les irréductibles Azemontais ont d'ores et déjà annoncé qu'ils continueraient de résister. Ouverture solennelle ce soir du 52e Festival de Cannes avec montée des marches sur tapis rouge et installation de paillotes chic pour les réceptions et festivités paracinématographiques sur la Croisette. C'est Christine Scott-Thomas qui a eu les premiers mots. Commentaire Daniel Wolfram. Je déclare ouvert le 52e Festival international du film de Cannes. La cérémonie est ouverte par Faye Dunaway, à ses côtés, en longue robe rose, l'actrice britannique Christine Scott-Thomas, animatrice de cette soirée d'ouverture, et Nikita Mikhalkov avec son écharpe blanche, venu présenter Le Barbier de Sibérie, premier film montré ce soir hors compétition. Puis bien en ligne, face aux photographes, le jury de ce festival, présidé par le réalisateur de Crash, David Cronenberg, en costume, cravate et chemise noire, aux côtés du grand Jeff Goldblum, Dominique Blanc, André Téchinet, Barbara Hendricks et enfin Holly Hunter et George Miller, réalisateurs de Mad Max. Auparavant, Christine Scott-Thomas avait rappelé la guerre dans les Balkans, si proche de Cannes. 100 pays, mais ce soir, je ne peux pas et je ne veux pas oublier qu'avec ce qui se passe à 2 heures d'avion d'ici, le cinéma nous est plus que jamais précieux, comme un contrepoison. J'aurais voulu cette soirée totalement festive, mais Cannes ne se réduit pas à sa brillance et à sa glamour. Il nous faudra encore des films pour témoigner et pour lutter contre l'oubli et l'indifférence. La célèbre montée des marches s'était déroulée une demi-heure auparavant. C'est là qu'on a senti la véritable atmosphère de Cannes. Claudia Schiffer, Gong Li, Oleg Menchikov, le héros romantique du Barbier de Sibérie, Nikita Mikhalkov, accompagné de sa garde tsariste. Le festival pouvait commencer.
Voilà, donc ce soir hors compétition, le film de Nikita Mikhalkov, Le Barbier de Sibérie, est projeté aux invités de cette cérémonie d'ouverture. On annonce une fresque épique, somptueuse, romanesque, qui va de la Sibérie aux États-Unis. Le réalisateur Nikita Mikhalkov y joue également le rôle d'Alexandre III. Présentation avec quelques moments du tournage de Nicole Cornu-Langlois et Jean-Louis Normande. Une belle aventurière américaine arrive à Moscou, c'est Jeanne Callahan. À la place de la cervelle. Un cadet de l'armée russe, nommé curieusement André Tolstoï, tombe follement amoureux d'elle. Aïe, aïe, aïe. Anna Karénine a fait boire Tolstoï. Je ne suis pas sourd. Je suis heureux. Et c'est parti pour une grande épopée romanesque menée tambour battant par Nikita Mikhalkov. Il a situé son histoire à la fin du siècle dernier pour des raisons précises, sans ressentir les prémices de la Révolution. Pour moi, c'est une période de relative prospérité pour la Russie. Période de croissance, de paix. Une période où le rouble était une monnaie stable, qui a beaucoup de valeur en Europe. Période où le tsar Alexandre III dirige son pays d'une manière tranquille. Un travail de consolidation des choses qui se font dans le pays. Et c'est l'atmosphère de cette époque pour laquelle j'avais beaucoup d'affection que je voulais rendre. Pour la première fois depuis la Révolution de 1917, un cinéaste a été autorisé à tourner à l'intérieur du Kremlin avec 600 figurants. Et il a même réussi à faire éteindre l'étoile rouge qui brille la nuit sur Moscou, pour une scène dans laquelle le tsar Alexandre III présente son fils Nicolas II. Le réalisateur redevient acteur pour revêtir le costume d'Alexandre III. Franchement, je préfère interpréter le tsar que Karl Marx. Un choix symbolique, mais Mikhalkov a tendance à se réfugier derrière la formule de Dostoïevski. La politique, c'est l'amour de la patrie et rien de plus. Certains disent que si je joue le tsar, c'est parce que je suis candidat à la présidence et que je commence ma campagne électorale. Mais le scénario a été écrit il y a 12 ans, ça tient pas debout. Au-delà de la fresque historique ou politique, ce film est avant tout une histoire d'amour, parfois comique, parfois tragique. Pour son troisième film russe, l'actrice américaine Julia Ormond a rencontré la complexité de l'univers russe avec ce géant du cinéma. Il vous aide toujours. Il peut paraître manipulateur, mais avec lui, comme acteur, il faut vraiment se jeter à l'eau. Vous devez lui faire totalement confiance, même lorsqu'il semble aller au-delà des frontières du possible. Si vous ne pouvez pas le suivre, vous êtes largué. Par sa démesure, son ampleur, son ambition, ce Barbier de Sibérie a des allures d'opéra. Ce n'est pas un hasard si Mozart est toujours présent. Film impérial et nostalgique peut-être, un hommage au panache de l'âme russe, c'est certain. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous rappelle l'information que nous avons longuement développée, à savoir que le président Yeltsin l'a limogé son gouvernement et son Premier ministre, M. Evgeny Primakov, et il l'a remplacé par l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Sergueï Stepachine. La crise politique est ouverte à Moscou. Et puis, je vous donne des nouvelles de l'actuelle rencontre de football Marseille-Parme. C'est à Moscou pour la finale de la Coupe UEFA. Nous sommes à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Et le buteur italien parmesan Crespo a mis 2 buts, 2-0. Donc pour l'instant pour Parme face à Moscou. Quant à Zidane, ça va bien. Son opération du genou s'est bien passée. Dans quelques secondes, la météo avec Isabelle Martinet et puis un téléfilm avec Stéphane Freist, la mère de nos enfants, qui sera suivi de Ça se discute, présenté par Jean-Luc Delarue. Le dernier journal, c'est à 1h20 avec Ève Mettet, suivi du Cercle de Philippe Lefebvre. Et demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra l'écrivain Vladimir Fedorovski. À 13h, vous retrouverez Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.